Bienvenue à ce nouveau numéro de Fantasy Perle Sénégal. Donc, on vient de finir une Game Week à peine hier, hein. Donc, ce dimanche, on a fini la Game Week 13. Là, on s'achemine directement vers la Game Week 14. C'est ce qu'on appelle le Mid-Game Week. Et donc, du coup, ça va être extrêmement sensationnel, hein. Et pour parler de cette Game Week-là, je suis avec, comme d'habitude, hein, Maxime. Maxime, comment tu vas? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, alhamdoulilah. Euh, Très excité à l'aube de ce mid-game week. Je pense que ça va être plutôt intéressant avec beaucoup de matchs qui s'enchaînent et ouais, j'ai hâte de voir ça. Bah, très bien. Aujourd'hui, on accueille un habitué globalement en fait de tout ce qui est podcast, chaîne YouTube, parce qu'il a déjà lu sa chaîne YouTube. Il va nous en parler un peu plus tard. Mais habituellement, on a l'habitude de la voir sur les anciens podcasts des années précédentes. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Medoun, aka I am Medoun de Fantasy Premier League. Medoun, nakamu? Salam, salam la team Mindful Mystique, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un plaisir encore une fois d'être là avec vous les gars. Vraiment, comme tu dis maintenant avec YouTube et la chaîne perso où je parle de football, j'ai de moins en moins le temps de jouer à Fantasy, mais depuis quelques temps, je prends beaucoup de plaisir à revenir sur ça. Et comme tu disais, hein, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Et j'adore ça parce que c'est le mois de décembre. Et quand on parle du mois de décembre, on parle de Boxing Day, après le lendemain du jour de Noël. Il y a beaucoup de matchs, donc je suis tout excité. Ah ouais, justement, en fait, on va ouvrir sur ça. Comme ça, les gens qui nous écoutent, qui sont également fans de... C'est quoi? C'est le championnat espagnol, c'est la Liga? Tu parles de la Liga ou tu parles globalement de beaucoup de sujets? Globalement, je parle de tout, hein. Je parle de football en général. Je parle du Real, du Barça, du Paris Saint-Germain, d'Arsenal, des grandes équipes de la Ligue des Champions. Donc, je parle de moins en moins, par contre, de la Serie A et de la Bundesliga. Mais des fois, quand j'ai le temps, vraiment, j'en parle. Alors, pour que ceux qui nous écoutent puissent aller regarder ta chaîne, vas-y, donne-nous le nom de la chaîne. C'est c'est comme le nom de mon équipe, c'est Aya Medoun, donc IA Medoun. Donc voilà, ce sera un plaisir de vous avoir. On est bientôt à 500 abonnés, donc j'espère que toute la team va rejoindre, quoi. On va bien s'amuser là-bas. Inch'Allah. Et Inch'Allah. Sans transition aucune, hein, comme d'habitude, on passe avec Maxime sur... Maxime, pour le coup, cette fois-ci, comme c'est un peu court, côté news, côté nouveauté, côté information croustillante, etc., j'imagine que les choses se bousculent, hein. Ouais, il y a pas vraiment de news, on va dire, vu que le timing est assez short. Peut-être juste quelques blessures ça et là et aussi cette fois-ci je pense que les entraîneurs ont vraiment essayé de cacher le plus de choses. On n'est pas vraiment au fait de l'état de joueurs comme Isaac ou comme Gabriel qui ont eu à être ménagés enfin pas ménagés mais qui sont sortis pour éviter d'être un peu plus gravement blessés. Donc on n'a pas vraiment de nouvelles news si ce n'est que par exemple pour Liverpool des joueurs comme Connor Bradley vont être absents pendant longtemps ainsi que Konaté. Donc ouais, il n'y a pas eu le temps on va dire Oui. de faire de grandes mises à jour. C'est allé très très vite. Donc pour rapidement en fait passer sur les stats, hein, donc on vient d'une Game Week 13 avec un average autour de 60, c'est quand même très élevé, mais d'une 60 en average, on a rarement en fait des Game Week comme ça. Ah oui, hein, ah oui, depuis, on va dire, la sécheresse de Erling Haaland, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ces dates-là, mais c'est surtout à cause, parce que ça arrive très rarement, je pense, sur Fantasy, mais quand tu as des prospects qui tous en même temps sont vraiment décisifs, on a des journées comme ça, par exemple, avec Palmer, avec Salah, avec Wissa, avec Wood, qui est le troisième meilleur buteur actuellement. Donc, c'est des joueurs, quand ils explosent naturellement, tu as la moyenne qui grimpe comme ça. Alors toujours dans la valse des informations sur les transferts out, on a atteint le million. Donc Haaland qui était à 800 000 transferts out la semaine dernière vient d'atteindre la barre des 400 000. Donc on est à 1 million 200 de transferts out sur Haaland entre la Game Week 13 et la Game Week 14. Maxime, c'est énorme. Toi qui es un pro Haaland, comment est-ce que tu analyses ça? Je me dis que c'est très normal, hein. Les gens veulent des performances, ils ne voient pas les performances, ils se séparent du joueur qui n'est pas performant. C'est quelque chose qui est assez normal, surtout que
tu peux avoir, on va dire, des options ou des combinaisons possibles qui te rapporteraient éventuellement plus de points. Je pense au fait qu'un Saka, par exemple, a vu son prix monter en flèche ces dernières semaines. C'est le genre d'opportunité vers lesquelles les gens se tournent. Un peu pareil pour des joueurs comme Bruno Fernandes qui, là, je pense, se retrouve un peu mieux dans un système qui est fait autour de lui. Donc oui, pour moi, c'est très normal de voir ça. Maintenant, Mm. on sait tous qu'avec ce genre de joueurs, les sécheresses, elles peuvent être Mm. momentanées comme d'une assez longue Oui. durée. Là, ça dure assez et pour moi, c'est bientôt fini, on va dire. On verra ce qu'il en sera dans les semaines à venir. Mais Mm. attention à ceux qui chassent à Londres quand même, parce qu'après, s'il faudra le faire revenir, ça va être compliqué. Alors, on va en parler justement. Ça fait partie des thèmes que je voudrais aborder avec Medoune et toi. Donc, toujours pour continuer sur la partie info, un autre record sur la partie transfert in. C'est la première fois depuis qu'on analyse les transferts in et out que Jackson est au top des transferts in. 500 000 managers qui sont partis acheter Jackson. Medoune, c'est quoi? C'est la forme, c'est les fixtures? C'est qu'est-ce qui justifie ce rush-là vers Jackson? Pour moi, c'est juste la forme. Et rien d'autre. Naturellement, on savait tous depuis l'année dernière que Jackson, c'est un bon joueur de football. On savait qu'à Chelsea, il faisait à peu près tout, sauf être très efficace devant les buts. Et depuis le début de cette saison-là, on voit que Jackson est redevenu efficace. Il est à 8 buts actuellement depuis le début de la saison. Je pense qu'il a le même nombre de buts que Palmer, qui est souvent un passeur décisif pour Jackson. Donc actuellement, quand on voit que pour les attaquants, des fois c'est compliqué, à part Wood, Watkins, il déçoit beaucoup parce qu'Aston Villa, tout comme City, ils sont dans une mauvaise série actuellement. Donc ce prix-là, quand on l'investit sur un Jackson qui est maintenant très décisif et sur des actions assez bizarres maintenant, vous avez vu son but contre Aston Villa du pied gauche, c'est des buts que Jackson il n'avait pas l'année dernière. Donc il flaire maintenant les buts du pied gauche, du pied droit, de la tête. Donc naturellement, je pense que c'est assez logique de voir les gens se jeter sur lui. Alors, dernier point sur les performances. Ensuite, on passe sur vos bilans respectifs. Maxime, pour le coup, toi, parce que tu es celui qui généralement en fait est très très au fait sur des joueurs, on va dire inconnus au bataillon ou bien très très rares. Le Game Week dernier a été quand même assez extraordinaire. Kevin Shade, 23 points, Kluivert, etc. On a eu des joueurs dont personne ne soupçonne en fait leur présence qui ont fait des choses. Comment est-ce que ça peut s'expliquer ça? Bon, disons que pour certaines équipes, elles commençaient à devenir un peu prévisibles. C'était un peu le cas de Brentford qui très souvent, on va dire, ne concentrait pas ses attaques sur un côté ou ne passait pas du côté droit au côté gauche, mais plutôt faisait l'inverse. Là, on a vraiment eu un match où Brentford a exploité les failles de son adversaire et un joueur comme Kevin Schade, qui est un attaquant allemand qui est très rapide, a pu vraiment marquer plusieurs buts sur plusieurs occasions parce que les actions finissaient de son côté et pas du côté forcément de quelqu'un comme Bemo. Et oui, là, ils ont vraiment pu en profiter. Il y a aussi Kluivert qui a fait un triplé. Bon, Evan Nilsson qui a obtenu 3 penalties, il n'y a jamais eu un truc pareil dans l'histoire du championnat. Et c'était assez incroyable. Kluivert, c'est le tir de penalty. Il a eu 3 penalties, contrairement à son père qui, en milieu de semaine, avait raté contre les légendes du Real. Lui, il a marqué les 3. Et franchement, bravo, hein. C'est pas facile déjà de marquer 2 penalties dans un même match, mais les 3 étaient très bien tirés. Et Evan Nilsson, qui est un attaquant bagarreur, a vraiment réussi en tout cas à sortir un peu de l'eau. Ça fait plusieurs game week qu'il est assez décisif. Même si c'est quelqu'un qui d'habitude marque plus souvent, on voit qu'à force de caractère, il obtient aussi des penalties. Ça peut aussi être un joueur intéressant. Donc ce game week là, franchement, c'était pour des joueurs comme ça et aussi Zirkzee, même si je pense que bon, euh, il n'est pas encore vraiment au maximum de ses moyens. Là, il a réussi à marquer 2 buts alors qu'il avait reçu beaucoup de reproches de son entraîneur lors du match précédent, en disant qu'il n'était pas assez dans la surface. Là, il marque 2 buts vraiment principalement grâce à un joueur comme Amad Diallo qui pour moi a été le meilleur lors de ce match. Euh, et franchement, lui aussi, c'est une plutôt bonne option. Peut-être le
le joueur sur lequel j'avais misé parce que je me disais que c'est quelqu'un qui pouvait avoir quelque chose avec Amorim. Je m'attendais à ce qu'il joue ailier, là il joue plus milieu latéral ailier, mais comme Oui. je le disais tantôt, avec Amorim c'est quelque chose qui peut arriver assez souvent. Ça fait juste plus de joueurs offensifs pour l'équipe et pour l'instant il se retrouve vraiment bien dans ce système. On va voir si quelqu'un comme Anthony pourra le challenger un peu plus. Mais bon, je l'ai eu à 4,9, je pense que son prix est monté, c'est aussi une très bonne chose. Bah justement, en fait, c'est une bonne transition. On va parler un peu de vos performances, hein. On va commencer par Medoun. Medoun, j'ai aperçu un peu on va dire ton score, hein, 81 moins 4. Vas-y, commente-nous un peu ton équipe parce que elle est quand même assez fascinante, hein. Bon, écoute, j'ai une équipe, on va dire, assez commune, hein, parce qu'en fait, c'est une équipe que tout le monde va voir facilement, parce que j'ai Haaland, j'ai Salah, j'ai Palmer. Donc, quand on est sur des gros jours comme ça, après, il ne reste pas grand-chose. C'est pour aller vers Sanchez, qui vraiment, je pense que, à part ce match contre Aston Villa hier, où il sort avec un clean sheet, son dernier clean sheet devait remonter à il y a peut-être 2, 3 mois. Sanchez, le gardien de Chelsea. Sinon, à part ça, Mazraoui qui a eu la malchance d'être sorti, je pense, à la 55e hier. Peut-être. Donc, il aurait pu avoir facilement 6 points. Mais Ruben Amorim est nouveau. Je réserve un petit peu les quelques mots que je voulais lui adresser. Peut-être qu'il va s'améliorer dans ce sens. Sinon, il y a Johnson qui, enfin, je vais dire vraiment enfin, fait un retour qui me satisfait au fait. Parce que Johnson, je l'ai acheté depuis quoi 6 ou 7 games, on va dire. Et depuis, voilà, en fait, j'avais rien à mettre sous la dent, des 6 points par là, 8 points par là. Donc, le voir aujourd'hui être le seul buteur et prendre les 3 points de bonus, c'était déjà top. Tout. C'est parfait. L'année passée, j'avais pris Bruno Fernandes parce que je sais que avec le nouveau coach, avec Ruben Amorim, vraiment, ce sera un joueur important pour l'effectif. Mais dans la question, si on suit un peu la presse anglaise, c'était tout. Il va construire le jeu de autour de Bruno Fernandes, vu son âge, vu ceci. Mais non, moi, j'avais vraiment foi en ça. Et contre Ipswich, j'ai pas trouvé Bruno assez intéressant. Du coup, j'ai shifté, j'ai pris là, j'étais obligé, en forme. Je pense que sur Fantasy, en Premier League, bah, c'est surtout la forme qui définit pas mal de choses. Du coup, j'ai fait un moins 4, j'ai pris aussi Wissa Wood et Wissa, j'ai sorti vraiment Watkins, que c'est compliqué maintenant. J'ai gardé Rodgers au cas où, mais vraiment, c'est juste ça. Sinon, il y a toujours Al Nouri qui est assez irrégulier. Mais on se satisfait un peu des retours de Salah hier qui a fait un match. C'est ce qu'on peut appeler en fait un investissement, on va dire, rentable, hein, faire un moins 4, sortir Watkins, c'est ça, Watkins et Bruno Fernandes, et se retrouver avec un delta de 26 plus 9, donc 35, donc soit un delta de 31, ça c'est magnifique ça. Maxime, est-ce que toi, les investissements de ce type-là, est-ce que toi, faire des moins, c'est un peu aussi ta stratégie ou pas? Bon, je pense que je commence à intégrer ça de plus en plus. Euh, Avant, j'avais pas vraiment cette habitude-là. Je préférais garder un peu plus de temps. Mais là, rien que pour le Game Week à venir, j'ai déjà fait des moins parce que bon, déjà avec l'état de Isaac, je me devais de faire des transferts. Et ouais, ça dépend, on va dire, ça dépend des moments, ça dépend de la forme de certains joueurs aussi. Quand certaines choses ne vont pas, c'est pas la peine de forcer avec tout le monde. Donc oui, c'est quelque chose que je commence à intégrer petit à petit parce que qu'en soit, c'est vrai que on se dit souvent que à la fin de la saison, ah ouais, on a fait moins, je sais pas, je dis n'importe quoi, 40 ou 50 dans la saison et on le pense, quand on le dit, on pense que qu'on aurait pu gagner des places, mais on oublie que par exemple, si tu fais un game week à 100 points juste à cause d'un moins 4 ou d'un moins 8, tu aurais peut-être eu 50 points si tu n'avais pas fait ce moins 4 ou ce moins 8 là. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre aussi en considération. C'est un très bon exemple. Medoun est un très bon exemple pour le coup. S'il avait gardé Watkins et Bruno Fernandes, ça lui aurait fait. Bruno, c'est 9 plus 2, ça lui fait 11. Et là, il en a fait 31. Donc, il a gagné en fait 20 points de plus pour avoir osé ce move-là. Maxime, toi, ce qui te pénalise un peu, c'est ton capitaine parce que tu as fait un peu moins de la moyenne. C'est C'est ça.
C'est ça, je voulais tenter João Pedro contre Southampton. Malheureusement, c'est pas passé et il n'a pas fini le match. C'était aussi ma crainte avec les joueurs de Brighton. Bon, c'était un pari à faire là, c'était pas le bon pari. J'aurais pu avoir plus si j'avais donné le brassard à Palmer ou à Ahmad, vu que je voulais pas donner mon brassard à quelqu'un qui jouait Liverpool City. Oui, 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 effectivement, parce que oui, c'est ça je suis en train de regarder un peu ton équipe, mais c'est effectivement ça qui te pénalise, parce que sinon, pour le coup, tu es sur tous les bons coups, comme tout le monde, en fait. Medoun a Haaland comme toi, donc ça veut dire que Haaland n'est pas véritablement un problème, parce que malgré Haaland, Medoun a quand même réussi à avoir 80. Donc finalement, en fait, ton problème à toi, c'est le capitana. Tu aurais donné, je pense, ton capitaine à Salah, tu aurais peut-être fait 70 déjà. Ne serait-ce que ça. C'est ça, ça aurait été une grande différence. Après, bon, Ait Nouri et Pickford ont eu 0. Je pense que ça aussi, ça m'a pénalisé, mais c'était surtout le choix de capitaine. Ouais, c'est ça, parce que Medoun également a Ait Nouri qui a eu 0. J'ai eu aussi Ait Nouri qui a eu 0, mais en plus de Ait Nouri, j'avais aussi Justin qui a eu -1. Et malgré ça, et moi aussi, j'ai un peu peiné sur le capitana. Mais ce qui m'a aidé, c'est les 18 points de Saka. Voilà. C'est les 18 points de Saka, moi, qui me propulse, parce que n'eût été ça, j'ai raté mon capitana. J'ai été sur Haaland, hein. Mais moi, j'ai une petite question. Vas-y. C'était quand la dernière fois que dans l'équipe de la journée en Angleterre, sur Fantasy, je veux dire, vous aviez 2 joueurs de Manchester United offensifs? Il y a très Jamais. longtemps. Mais ça, c'est pas possible. Ça, même pas offensif, hein. Là, sur les 12 dernières Game Week, je parle même pas d'offensif, hein. C'est-à-dire avoir 2 joueurs de Manchester, peu importe leur position dans une même équipe, c'était très rare. Mais là, ça va commencer à devenir quand même une monnaie courante. Parce que déjà, Ahmad à 4,9. Moi, je me rappelle quand je suis parti prendre Salah, il me restait à peine 4,9. Quand j'ai vu Ahmad, je me suis dit, Alléluia. Parce que moi, j'avais pas Ahmad moi, en tête. Ahmad, je l'ai pris vraiment parce que j'avais pas le choix, hein. Il me restait 4,9 quand j'ai pris, parce que j'ai libéré Mbeumo et Bruno Fernandes en me disant que Bruno Fernandes, son positionnement sur le dernier match, puis sur le match d'Europe ne me plaisait pas. Je me suis dit, je ne prends pas de risque, je vais prendre Saka. Et quand j'ai pris Saka, donc Mbeumo plus Bruno Fernandes, j'avais de quoi prendre Saka, mais il me restait à peine 4,9, hein. Non, quand même. J'ai regardé et j'allais prendre en fait un remplaçant pour mettre Rodgers titulaire. J'ai regardé, j'ai vu 4,9 Ahmad. Je suis rentré dans ses stats et je me suis rappelé en fait qu'il jouait piston. Et puis comme Amouri avait dit en fait qu'il allait faire tourner, je me suis dit si ça se trouve, il va peut-être pas le faire jouer. Donc j'ai été vigilant sur les informations de Manchester United et c'est là où j'ai compris en fait que c'est les Garnacho et autres qui allaient se reposer et que Ahmad il allait jouer parce que derrière en termes de DC, Mazraoui allait toujours jouer derrière. Je me suis dit bah tiens écoute, j'ai la ligne, hein, j'ai rien à perdre de toute façon. Et comme par hasard, c'est lui qui fait 11 points. C'est un truc de malade, hein. C'est 14 vraiment un points truc de pour malade. Rashford quand même. 14 points, c'est ça? 14 ou 11? Non, je dis pour Rashford, Rashford a eu 14 points malgré tout Oui. ça, là. Donc on Mais, a Zirkzee 13 points, Rashford 14 points sur ce match-là. Ils sont les deux qui sont dans l'équipe de la semaine. mais regarde, l'équipe de la semaine, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je te parlais de Kevin Schade. Mais tu as des jours, en fait, à part Saka et Palmer, c'est des jours, en fait, que tu n'as même pas, ça ne te traverse même pas l'esprit d'aller les prendre. Schade, Kluivert, Zirkzee, Evan Même Nilsson, Cucurella, Rashford, il n'est pas très souvent passeur décisif. Cucurella, passeur décisif et clean sheet, comme disait Medoun tout à l'heure. Sanchez, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de CS. Cucurella, pareil, hein. Donc, c'est un joueur, en fait, qui, je pense, avant ce game-là, était beaucoup sur des 1-2, des 1-2. Ah, d'ailleurs, oui. Donc, Même de la game week 6. Daniel Munoz, c'est 11 points. Il était plus efficace la saison passée et cette saison, Palace, ils font juste pas de clean sheet. Voilà. Munoz, pareil, hein. Munoz, pareil, il a fait entre la game week 6 et la game week 12, il a fait que des 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Donc, vraiment, la game week 12 a été une game week, on va dire, très, très improbable. Mais moi, une petite parenthèse, par exemple, ce que tu dis là, c'est ce qui fait qu'actuellement, je pense à refaire un -4. Parce que malgré les 10 points de Johnson, malgré le clean sheet de Sanchez et malgré aussi Wissa qui m'amène 8 points, c'est des joueurs dont je veux vraiment me débarrasser si j'ai un meilleur profil parce que je me dis que c'est pas chaque journée que je pourrais avoir la chance de voir ces joueurs-là être décisifs. C'est très compliqué.
Oui, ça fait quelques matchs qu'il est en balotage. Sanchez, je vous ai dit. Johnson aussi, ça fait quelques matchs, c'est compliqué, même si sur les 5 derniers matchs, il a 3 buts. Donc, je me dis que je dois essayer de trouver un différentiel peut-être un peu plus décisif, quoi. Justement, on va parler de ça d'ailleurs. On va rentrer dans cette partie-là qui va être en fait la Game Week à venir. Et la première question que j'ai envie de poser, hein, je la pose à tous les deux. Quand tu viens en fait d'une Game Week comme ça, où alors une semaine avant, rappelons-nous, il y avait Coupe d'Europe, d'accord? Ensuite, on enchaîne sur un match de championnat. 2 jours plus tard, donc mercredi, la plupart des équipes européennes vont jouer. Donc c'est dimanche, mercredi, c'est à peine 2 ou 3 jours. Quels sont les risques qu'on peut avoir sur une game week comme ça, de voir des rotations, etc., etc. Qu'est-ce que vous percevez comme risque et sur quel type de match? Bon, déjà, de manière très simple, si on regarde les 11 meilleurs joueurs de ce Game Week-là, on va dire que ceux qui étaient titulaires en Coupe d'Europe, euh, ils se comptent sur le bout des doigts. Je pense qu'ils sont 2 ou 3. Je ne sais plus si Rashford était titulaire, Zirkzee n'était pas titulaire. C'était Højlund, je pense. Euh, ouais, donc il y avait peut-être Saka comme titulaire et Palmer ne joue pas et Keller, voilà. C'était, je pense, c'est Saka et Keller. Le reste, ils ont pas joué. Ils ont pas joué ou ils ont commencé sur le banc. Au-delà de ces, au-delà de ce top-là, de ces jours du Game Week, parce que pour le coup, comme je le disais, hein, à part Saka et Palmer, c'est des jours qu'on retrouvera dans peu d'équipes. Mais de façon plus globale, là, on va vers une Game Week qui est carrément en mid-Game Week, qui s'intercale entre déjà 2 journées de championnat et également en fait une Coupe d'Europe qui est encore fraîche dans les jambes. Pour toutes les équipes, hein, je parle des équipes européennes, notamment Chelsea, parce que la majorité des joueurs que nous tous on a en commun, c'est des joueurs de Chelsea, de Arsenal, donc de Liverpool, de City et de Manchester United. Voilà. Si tu enlèves Mbomo et peut-être Isaac ou Watkins, en majorité, on a pratiquement tous ces 6 ou 7 joueurs-là en commun. Et tous, c'est des joueurs en fait d'Europe. Est-ce qu'il y a des risques justement en fait que beaucoup de joueurs dans ces équipes-là se retrouvent bench? Par exemple, on va les prendre les unes après les autres. Ok. Je prends City Nottingham Forest aujourd'hui. Est-ce que Pep, après le match en fait de City, il a dit que Bernardo, il a dit, hein, c'est lui qui l'a dit directement, il a dit que Bernardo, Luis, et je pense qu'il a cité un autre joueur, ont beaucoup de minutes dans les jambes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une façon de dire que ces joueurs-là ne joueront pas? Personnellement, moi, je pense qu'il faut plus s'en faire pour la 15e journée. Puisque c'est la 14e journée, comme tu dis, hein. Oui. Mais pour la 15e journée, pour moi, c'est juste quoi? 2 ou 3 jours avant les matchs en Europe. City, ils ont place le week-end du 7. Et pour ce match contre place-là, je pense qu'il y aura beaucoup de jours qui sont reposés parce qu'après, City, ils vont jouer Juventus. Mhm. Ouais. En Ligue des Champions. Donc je pense que ce match-là, le prochain match-là, et Guardiola a la chance d'avoir la fraîcheur de Gabriel et Henderson qui ont été punis. Il aura peut-être, il y a qui d'autre offensivement? Oui, Doku qui a fait une superbe entrée. Euh, Hier, d'ailleurs, Grealish, on l'a vu entre les lignes sur le côté gauche. Maxime, je pense que tu peux me confirmer, je ne sais pas. Je l'ai vu limite entre le côté. Donc, ces jours-là auront cette fraîcheur-là pour les matchs du Mid-Game Week contre Nottingham Forest. Mais contre Crystal Palace, je pense qu'il va un peu tourner et c'est ce match-là où vraiment il faudrait peut-être avoir peur. Et pas seulement pour City, je pense que même pour Aston Villa, qui a par exemple Southampton, Aston Villa, Southampton, c'est quelque chose. Et c'est le 7, le samedi 7. C'est la journée, 15e journée. Tu te dis que c'est pas un bon match, mais c'est juste avant le match en Ligue des Champions d'Aston Villa contre Jérôme. Jérôme, c'est pas une équipe fameuse non plus, mais Aston Villa n'est pas très en forme actuellement. Il ne faut pas se permettre voilà, en fait, de reposer les équipes en. Je n'hésite jamais à tourner dans ce genre d'occasion. Ça, Mhm. Ah, c'est même pas Jérôme, ils ont Leipzig. Ils ont Leipzig, Aston Villa. Donc c'est encore pire, en fait, parce que les. Oui, c'est un conflit. Mais de quoi peut-on avoir peur, Maxime, sur une mid-game week comme ça? On peut avoir peur de quoi? bon, de fatigue surtout, hein, pour les joueurs qui vont enchaîner. Donc, autant tu peux te dire qu'un tel joueur, je l'ai, c'est bien, il va continuer à jouer. Autant, bon, par exemple, on a vu Arsenal, dès que le match était plié, petit à petit, ils ont fait sortir les joueurs. Gabriel, il pouvait pas continuer parce que physiquement, c'était compliqué. Il aurait peut-être même pas dû jouer le match contre West Ham.
Mais ouais, ce sont des joueurs qui peuvent arriver assez fatigués. Donc, ce sont aussi des choses à prendre en compte. Et aussi, bon, peut-être pour certains clubs, je pense à Forest par exemple, là, pour une fois, eux aussi vont enchaîner 2 matchs en 3 jours, ce qui d'habitude n'arrive qu'aux Européens. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Il y aura très probablement des rotations selon les différents matchs, aussi selon la complexité de ces matchs-là. Bon, je pense que, par exemple, à City, on en a parlé tout de suite. Je pense que quelqu'un comme Doku, c'est fort probable qu'il soit titulaire parce qu'il y a quand même ce besoin de fraîcheur et de joueurs de côté. Quand certains joueurs sont fatigués, ils vont pas jouer. Ils vont clairement pas jouer parce qu'ils seront pas disponibles. Un Gvardiol pourrait enchaîner le match contre Palace et le match contre Nottingham Forest. Ça sera peut-être pas le cas de tout le monde. Southampton-Chelsea, c'est possible que Chelsea fasse tourner parce que Maresca, il a vraiment une équipe pour jouer en milieu de semaine. Là, c'est vraiment l'opportunité pour. Donc, on pourrait, je sais pas, peut-être voir quelqu'un comme Palmer sur le banc parce que c'est un match qui leur semble plus abordable. C'est quand même quelque chose à prendre en considération parce que ça fait beaucoup de matchs en très peu de temps. Donc, à moins d'avoir des rencontres du type Arsenal-Manchester United où il y aura vraiment les meilleures équipes sur le terrain, je pense que tous les matchs, bon, peut-être Newcastle-Liverpool aussi, tous les matchs sont des matchs à risque. Liverpool, on sait que offensivement, Arne Slot, il fait vraiment beaucoup tourner et que Salah, c'est l'unique garantie devant. On voit des joueurs comme Darwin Nunez, il y a Chiesa qui revient de blessure. Bon, pas de blessure, mais de mini pré-saison, comme il l'a dit. Et je pense que presque tous les clubs sont concernés. Aston Villa, il joue Brentford. Là, c'est déjà possible que Emery il change un peu. Quelqu'un comme Rodgers, c'est possible qu'il se retrouve sur le banc parce qu'il enchaîne. Tout ça, c'est à prendre en considération. Les Spurs aussi, ils ont beaucoup de blessures. L'effectif commence à devenir de plus en plus court. Là, Solanke sera de retour. Donc lui, au moins, on est sûr qu'il va jouer parce qu'il était malade et le coach, il a dit que pour le match là, ce sera bon. Ça voudra dire que l'un des attaquants, peut-être Werner, peut-être quelqu'un d'autre, va commencer sur le banc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et donc, du coup, Medoun, parce qu'effectivement, Maxime vient de parler d'une donnée que moi, je n'avais même pas intégrée. Effectivement, Chelsea, euh, jouant en fait une équipe, on va dire, moins forte sur le papier et même sur le classement d'ailleurs, et ayant en fait une profondeur de banc assez importante, il y a Jackson et même Palmer qui peuvent être menacés, on est d'accord, Medoun? Moi, j'ai Palmer, oui. J'ai aussi Sanchez, malheureusement. Mais oui, tu as raison, en fait. Maintenant, Palmer, comme disait Maxime tout de suite, la satisfaction que j'ai, c'est peut-être le fait qu'il ne soit pas inscrit sur la En liste des joueurs. conférence. Ouais. Donc, Ah, il n'est pas inscrit, ouais, c'est c'est vrai, il n'est pas pas inscrit du coup, on va se dire que peut-être qu'avec l'espacement de 3 jours, ça va lui suffire au fait. Je pense que lui, il n'est pas trop menacé. Par contre, les joueurs qui sont inscrits en Europe, je pense que eux, de toute façon, Chelsea, les assurances, on n'en a pas beaucoup, beaucoup, hein. Chelsea, il n'y a pas beaucoup d'assurance, hein. Le reste, tu peux les avoir facilement titulaires, à part Jackson et Palmer, mais le nombre de points n'est pas garanti. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vaut mieux en fait avoir un bench secure pour pouvoir justement pallier à d'éventuelles complications. Maxime a mis le doigt dans quelque part où je pense que c'est là où ça va vraiment se faire ressentir, c'est au niveau de Liverpool. Offensivement, Liverpool a beaucoup trop de choix. Beaucoup trop de choix. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Excusez-moi de parler de la chaîne comme ça, mais j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques jours. C'était même pas il y a quelques jours, c'était juste après Arsenal-Newcastle. Quand Arsenal perdait, donc j'expliquais que pour moi, la crise là, facilement, Arsenal, ils vont s'en sortir parce qu'il leur faut juste une personnalité offensive et avec le retour de dégâts, ils vont régler ce souci-là. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, tu as City qui ne va pas s'en sortir facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'avantage aujourd'hui qu'à Liverpool. Liverpool, imaginez qu'Alisson n'est pas là, on ne le sent même pas. Ils ont pris un nouveau joueur comme ce que dit
Maxime. Le truc, c'est que tu as la chance, il fait sa mini-saison à côté, mais il faut avoir, imagine combien de matchs on a vu Luis Diaz sur le banc en Premier League. On ne peut pas compter. Combien de matchs? Peut-être depuis le début de la saison en Premier League, il y a eu 4 ou 5 matchs où Luis Diaz il est sur le banc. Tantôt, tu peux mettre Nunez. Jota, quand il n'était pas blessé, tu pouvais le mettre aussi. Derrière, tu peux mettre par moment McAllister. Des fois, tu peux le laisser sur le banc. Il a cette profondeur-là sur le banc qui lui permet actuellement de bien le gérer. Mais surtout, le plus gros chantier pour moi de Arne Slot, c'est ce qu'il a géré très facilement, c'est la défense. Oui, Liverpool ne prend plus des buts comme avant. C'est les mêmes joueurs. Imaginez, c'est les mêmes joueurs. L'année dernière, chaque journée, on était tous garantis que Liverpool allait peut-être encaisser le premier. C'est le City de cette année, en fait. C'est l'année dernière, les sensations qu'on avait, c'est les mêmes qu'on a aujourd'hui avec City. City, tu es sûr que chaque match, ils vont prendre un but. Hein. Tu ne sais pas comment, mais tu sais qu'ils vont prendre un but. Et effectivement, Liverpool est devenu très, très solide. Ne pas encaisser de but contre City, déjà, c'était une grosse performance. Et voilà. Et Je sans pense que Konaté, hein. Sans Konaté. Et sans Konaté, parce que moi, je pense que ce qui m'a motivé à mettre Alan capitaine, justement, c'était ça. Je me suis dit, Konaté n'est pas là. La charnière centrale, elle va vaciller avec Gomez ou Kwanza. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, que non. En fait, non. Justement, je voudrais en fait ouvrir la parenthèse sur ça, parce que je voudrais en fait qu'on consacre quelques minutes en fait à City. Mais même au-delà de fantasy, hein, qu'on essaie en fait d'analyser. J'aimerais avoir vos avis à vous. Maxime, on va commencer par Maxime. Maxime, City. Est-ce que tu penses que à un moment ou à un autre, ils sortiront de ce gouffre-là? Au début, on avait dit 2 défaites, oui, on dit c'est pas grave. 3e défaite est arrivée en Coupe d'Europe, on dit bon, ils vont se ressaisir. 4e, 5e, et là on est à 6e défaite. Est-ce que tu as l'impression qu'ils vont s'en sortir? Je disais, bizarrement, on a eu un entraîneur assez confiant après une défaite dans un match important et lui, il se dit que là, ça va un peu quand même tourner dans son sens. Et bon, d'un côté, je suis d'accord parce que on va dire que sur ces dernières semaines, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient soit fatigués, soit pas en forme, soit absents, et que là, il y a quand même plusieurs joueurs qui reviennent petit à petit. Je pense à Doku, par exemple, qui a fait une bonne entrée, et on n'avait pas un joueur comme ça pour City récemment. Il y a Grealish qui revient. Ce sont des joueurs quand même qui ont besoin d'un peu dont City a besoin pour challenger, on va dire, les joueurs actuels qui sont pas en forme. Je pense à Phil Foden qui fait tellement de matchs catastrophiques qu'il n'y est pas depuis l'Euro. Et bon, ils sont un peu installés dans un peu une sorte de confort qui n'arrange personne. De Bruyne, bon, c'est un peu plus compliqué pour lui parce que bon, il est pas complètement guéri, mais quand il est sur le terrain, on sent que lui, au moins, il peut créer des occasions. Donc, il y a ces joueurs-là qui reviennent petit à petit. Après, pour moi, le principal problème de City, c'est que l'année passée, ou ouais, on peut même dire cette année, il y avait une certaine structure qu'on ne retrouve plus pour plusieurs raisons. Là, actuellement, pour moi, ce qu'il y a de plus grave, c'est que City, non seulement ne maîtrise pas ses matchs, mais joue littéralement sans milieu défensif. Et franchement, ils sont très, très, très rapidement exposés. Et c'est d'autant plus le cas quand certains joueurs, on va dire, ne sont pas du tout en forme. Je pense à Kyle Walker, même si on va encore me tomber dessus. Kyle Walker, franchement, il fait des matchs, chaque match est limite pire que le précédent. Autant l'année passée, ou bon, on va dire cette année, la saison passée, ça avait pu être masqué par, on va dire, un collectif qui était assez fort. Il pouvait quand même se rattraper et lui-même aussi arriver à se rattraper très souvent de ses bêtises en utilisant sa vitesse. Autant cette saison, on sent tout de suite que même la vitesse qu'il avait, c'est un peu plus compliqué. Il ne rattrape plus personne. Il ne suit jamais quand quelqu'un va dans son dos au deuxième poteau. Dès qu'un ballon vient, ce sera pas pour lui, ce sera pour un attaquant. C'est compliqué. Et en défense, on va dire la vraie garantie de ces dernières années, on va dire depuis un peu le départ de compagnie, c'était Ruben Dias. Ruben Dias, il revient à peine de blessure. Il n'est pas dans la meilleure forme, on va dire, pour le moment. Et là, avec Walker, ils ont coûté franchement très bêtement le match à City sur une occasion qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est assez dommage. On a vu un Ederson qui était juste complètement pas là, qui a coûté le match à City en Ligue des Champions, qui a été sanctionné avec Bardiol à cet effet. Ortega, par exemple, là, il est là, il fait un bon match. Je pense que il va continuer à jouer.
Et c'est ce genre oui, franchement, je pense que il a fait un bon match. Guardiola, avant le match, il a clairement dit que c'était une décision technique qu'il assumait, que c'était son choix. Je pense que c'est très probable de revoir Ortega contre Palace. À voir si ça va continuer. Contre Forest, pardon. Contre Forest, et peut-être aussi contre la Juventus et ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne gagne pas, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des choix forts qui doivent être faits. Là, le choix le plus fort, on va dire, c'était Gvardiol sur le banc, alors que c'est quand même l'un des joueurs les plus fiables de City cette saison. Il marque et quand même, on va dire, par rapport à d'autres joueurs, au moins, il est un peu plus régulier. Là, il y a tout un chantier à reconstruire. Mais j'aurais quand même préféré que Gvardiol joue à la place de Walker. C'est possible qu'il y ait des changements en défense. Va intervenir, c'est peut-être ça qui va intervenir en fait comme changement majeur. Alors moi j'ai des craintes pour Lewis, mais si ça se trouve c'est Walker. C'est Walker qui va peut-être céder sa place Moi, quand je le vois titulaire, je sais que ça va pas être un bon match pour City. Je suis pas très, très honnêtement. Medoun, comment est-ce que toi tu analyses en fait là, si on entend Maxime à l'entente de son propos, il semblait être très confiant, aussi confiant que Pep. J'ai pas compris d'ailleurs la confiance de Pep, en disant en fait que ça va aller sur les prochains matchs. Et bon, j'ai l'impression qu'on dit la même chose depuis 3 ou 4 matchs quoi. Medoun. Moi, je pense que Pep, il a fait jusqu'au maximum. Je pense qu'il a regardé ça sous le même angle que Maxime parce que l'enchaînement des derniers matchs de City était quand même assez costaud. C'était Brighton, après Liverpool, des équipes qui, classiquement, ont longtemps fatigué Manchester City. Tu vois. Donc, il y a peut-être que la défaite à Bournemouth qui était assez bizarre, peut-être, mais pour tout le reste, c'est des équipes qui, les 3, 4 dernières années, gagnent Manchester City avec les blessés qui sont de retour, donc tu te dis que ça devrait être plus gérable, surtout quand on voit la deuxième période d'hier, surtout après l'entrée de Savigno et de Doku. On a vu un City sur des côtés très intéressants. Doku là, au fait, manquait à cette équipe de City depuis quelques temps. Maintenant, je ne vais pas revenir sur ce que Maxime a dit par rapport à la défense, comment elle est chaotique, catastrophique. On sait que Walker, depuis quelques années, 2, 3 ans maintenant, peut-être limite, c'est plus trop ça. On a vu les boulettes de Garviol contre Feyenoord, on a vu aussi Ederson. On a vu aussi contre, je pense, Bournemouth, Ake qui fait un match désastreux. Kovacic aussi n'a pas été bon juste après Bournemouth. D'ailleurs, je pense qu'en Ligue des Champions, Guardiola, il met Ake sur le banc à cause de ça, contre. Mais au-delà de ces erreurs défensives-là, du fait que Rodri ne soit pas là. Pour moi, il y a un autre aspect qu'on ne pointe pas assez du doigt, et ça, c'est offensivement les statistiques de City l'année dernière. L'année dernière, imagine, en Premier League, l'année dernière, à Londres, il était à 27 buts. À Londres, à City, il y avait Phil Foden avec 19 buts. Julian Alvarez, 11 buts. Rodri, 8 buts. Bernardo Silva, 6 buts. Kevin De Bruyne, 4 buts. C'est-à-dire, c'était ça le top 6 de City. Là, tu as un Haaland qui, depuis 9 matchs, ne te met que 2 buts. Tu as un Foden qui n'arrive pas à en mettre limite. Tu as un Julian Alvarez qui n'est plus là et qui n'est pas remplacé. Tu as un Rodri qui n'est pas là et l'apport que tu avais avec Rodri offensivement, je ne parle même pas défensivement, juste offensivement, tu ne l'as plus. Il s'est débrouillé sur les matchs, je pense, contre. Je pense que c'était peut-être. Fulham. C'était contre Fulham. Il y avait un match où, contre Fulham ou Wolves, il y a un match où Kovacic il te met des buts vraiment du style que Rodri mettait. Mais si. Voilà. Oui. Saison quand Rodri n'était pas là. Exactement. Donc, actuellement, tous ces joueurs-là qui sortaient City de quelques situations, on a vu Rodri les buts importants qu'il a mis l'année dernière en Ligue des Champions comme en Premier League. Donc, ces joueurs-là, offensivement, tu les as plus. Foden est assez méconnaissable avec une pré-saison assez bizarre. On sait que c'était compliqué pour lui. Haaland n'y est pas. Il n'a pas forcément de passeur. Il n'arrive pas à exister. On l'a vu hier, complètement neutralisé par Van Dijk. Julian Alvarez n'est pas là. Et tu as vu que sur le terrain, à part un Oscar Bob qui aurait pu faire quelque chose et qui s'est malheureusement blessé, il n'y a personne qui peut le faire. Rodri, tu ne le vois pas. Bernardo Silva aussi, on ne le reconnaît pas. Hier, offensivement, il a été intéressant qu'une seule fois. Donc, offensivement, toute la force offensive qu'avait City, il l'a perdu. Donc, actuellement, le souci, c'est quoi? C'est que offensivement, tu n'y es pas. Défensivement, tous à la traîne, tu les récupères, tu as un peu d'espoir. Mais ça ne reste que de l'espoir. Du coup, toi, tu penses que ça va s'arranger par rapport aux fixtures à venir? Pas forcément, ça va s'enchaîner. Les raisons sont tactiques et j'aimerais pas épiloguer dans ça, mais pour moi, Rodri,
à lui tout seul, et toi et Maxime, vous savez de quoi je parle, donc Rodri à lui tout seul, il pouvait incarner cette personnalité-là, en fait, parce que Rodri, c'est lui qui aidait la structure défensive de City. Rodri, des fois, on le laissait seul derrière. Si vous connaissez le 3-2-5 dont on parle, souvent c'était seul qui était derrière et qui pouvait, par moment, renverser le jeu complètement sur Walker, de sortir des frappes que personne ne voyait. Et surtout, il ne perdait aucun ballon. Rodri, limite, tu peux regarder 5 matchs où à chaque fois qu'on sort la balle, Rodri ne perd pas la balle. Pas ce que notre Kovacic nous fait contre Bournemouth, pas comme ce qu'on voit récemment là, les pertes de balle de Rico Lewis par moment, Gundogan qui fait reprendre ou bien qui a 2 secondes de retard. Ça, Rodri, c'était pas lui. Donc ça, pour le combler, Guardiola aujourd'hui, il est obligé chaque match de tout faire pour jouer des fois avec 2 pivots. Ce qui fait qu'offensivement, des fois, tu es en manque, surtout quand tu n'as pas d'ailier. Donc, et tu te dis Rodri, il va pas revenir, Medoun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici le Boxing Day, City, ça va continuer toujours à patauger? Ou est-ce que toi, tu vends en fait une embellie, un peu comme Maxime le dit, il y a des chances que, comme Pep aussi semble le dire, que ça va s'arranger déjà là, sur les 2 prochains matchs. Tu penses que ça va s'arranger ou pas? non, moi je pense que ce qui va aider cette équipe de City, c'est que De Bruyne puisse redevenir un joueur qui va être titulaire. À l'absence de Rodri, c'est la titularisation de De Bruyne qui redevient efficace, qui va peut-être l'aider. Parce qu'offensivement, il a beaucoup d'initiatives que Foden actuellement, même s'il n'est pas assez efficace dans ça en fait. C'est lui qui peut régler ce souci-là. Les les ailiers sont de bons dribbleurs. Certes, Savigno est bon, Doku il est bon, mais malheureusement, il faut un joueur qui arrive à rassembler toute l'équipe offensivement et c'est De Bruyne. À part De Bruyne, ça va être très compliqué. Ok, Suleiman FPL nous a rejoint en cours d'émission. Salam Suleiman, bienvenue à toi. Toi, tu dois être un peu aux anges, hein. Donc, je vais faire en fait une pierre deux coups avec toi, hein, un peu faire ton bilan rapidement et puis nous parler un peu de la discussion. Déjà, je pense que toi, tu as fait un beau game week, hein, on est d'accord. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour particulièrement à Medoun. Ça me fait plaisir de le voir. Pour moi, je pensais qu'il avait décroché, mais je vois qu'il revient en force. Oui, j'ai exactement le même nombre de points ce game week que Medoun 81. Par contre, moi, j'avais pris un hit de moins 4. Bon. Medoun aussi a fait un moins 4. Ah oui, super alors. Pas pour les mêmes raisons. Toi, tu as viré Alan, c'est ça? Parce que là, Oui, c'est moi, intéressant. c'était pour virer Alan et prendre Saka. Saka a fait 18 points, Alan 2, donc j'ai quand même un add de 16 points sur ce game week. Donc, pour le moment, ça va. Et t'avais qui comme capitaine? Salah? Oui, j'avais mis Salah comme capitaine. J'hésitais entre Salah, Saka et Palmer, mais les trois ont quand même fait un très bon game week. Oui. Eh ben, très bien. Eh bien, parfait. Et donc, du coup, par rapport en fait à l'étape à laquelle on était, toi, contrairement je pense, hein, à beaucoup d'observateurs, toi, si tu as vendu Alan, c'est parce que tu considères qu'en fait qu'il va peut-être pas revenir, on est d'accord? Oui, je compte faire revenir Alan, mais pas tout de suite. Peut-être à la deuxième partie de la saison, à partir de Game Week 20. Mais parce Donc, que là, quand même, d'ici le Saka, Boxing Day, Palmer. d'ici le Boxing Day, pour toi, City, ça va continuer à trébucher, à patauger. Bah, je pense qu'ils vont revenir. Ils peuvent pas rester sur cet état de forme. Il y a quand même des blessures qui reviennent. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, De Bruyne sera quand même fit pour pouvoir démarrer et jouer au moins 70 minutes. Et comme l'a dit Pep, c'est le bon moment pour se réveiller. Ce sont des champions. On a vu City revenir sur des saisons un peu plus compliquées aussi. Mais je pense qu'ils vont revenir, mais ça ne veut pas dire que Alan va surperformer. Donc, vu son prix et vu l'état de forme des attaquants un peu moins chers qu'on a et du milieu de terrain, des trois, Saka, Palmer et Salah, je pense qu'il y a de quoi compenser au moins pour les 5-6 games week à venir. Ok, très bien. Alors les gars, avant de parler de vos capitaines et de vos moves là sur la Game Week 14, je voudrais en fait qu'on fasse la même chose, mais cette fois-ci sur une dynamique un peu plus positive que celle de Manchester United. Changement de coach, Maxime, et bam, on a l'impression d'avoir une équipe différente. Déjà, on en avait l'impression avec l'intérim de Ruud. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Pourtant c'est les mêmes jours, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, je pense qu'il fallait nécessairement un autre discours et c'est déjà ce que Ruud avait commencé à instaurer. Il y a des joueurs, on va dire, qui ne se voyaient plus vraiment dans les plans d'Eric Ten Hag, où ils se voyaient plus dans le projet. On voit clairement que là, ils sont petit à petit un peu plus impliqués.
Il y a des joueurs aussi qui se retrouvent un peu plus à l'aise tactiquement. On a vu Højlund parler en milieu de semaine du fait que là, maintenant, il jouait à 3, en 3-4-3, que ça lui rappelait un peu quand il était à l'Atalanta. Donc, il y a des joueurs qui se retrouvent un peu mieux dans ce système. C'est pas encore parfait, très honnêtement, et c'est très normal. En général, les équipes de Amorim, ça prend un peu de temps à prendre forme, mais offensivement, c'est toujours quelque chose qui est assez commun chez lui, c'est que les joueurs finissent par marquer un par un et qu'il y a beaucoup de buteurs différents. Et aussi, il y a quelque chose qui a vraiment changé par rapport à l'époque de Ten Hag. On voit de plus en plus de joueurs faire des centres. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait souligner. De plus en plus de joueurs font des centres. Un joueur comme Amad Diallo, il a un très bon pied gauche. Il peut faire des centres rentrants ou faire des centres en retrait de son pied droit. Et là, il a l'opportunité de faire ça. Petit à petit aussi, il y a des joueurs qui reviennent et il y a de plus en plus de ballons qui vont un peu vers les attaquants. Rashford a pu avoir de bons ballons et marquer. Højlund, ça a été le cas. Zirkzee, ça a été le cas. Et on se rappelle, on va dire, des tout premiers game week de la saison. Bruno Fernandes, il distribuait beaucoup de ballons. Il avait aucune passe décisive. Là, sur ces matchs-là, même dans un rôle reculé, c'est vraiment une rampe de lancement. On sait qu'à chaque match, il y a quand même possibilité, même si c'est peut-être pas celui qui va marquer 2 ou 3 buts, il y a possibilité pour lui d'avoir une passe décisive vu la vitesse des attaquants et vu un peu le jeu qui est mis en place. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Défensivement, je pense que la structure, elle n'est pas encore parfaite et c'est tout à fait normal. On passe pas comme ça d'une défense à 4 à une défense à 3, même si on a à peu près les mêmes joueurs et Amorim fait bien aussi de faire ça. C'est que il y a à peu près les mêmes joueurs qui jouent ceux que Van Nistelrooy avait commencé un peu à mettre petit à petit. C'est bien. Et déjà, le fait de retrouver pour moi un joueur comme Bruno Fernandes un peu au cœur de tout, on va dire, à Manchester United, c'est très important parce que pour moi, peu importe le poste qu'il occupe, que ça soit en milieu offensif ou que ça soit l'un des deux milieux relayeurs, c'est quelqu'un qui est assez important. Question créativité, le seul fait de l'avoir motivé, et c'est un joueur que connaît très bien le coach pour l'avoir eu, c'est déjà une très 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 bonne nouvelle. On a vu ces dernières années que United ne marchait quand lui il marchait. Là, comme il est en confiance, pour moi, c'est pas vraiment important s'il joue en 8 ou un peu comme l'un des deux offensifs. S'il est en forme, l'équipe autour va être meilleure. Les joueurs n'hésitent pas à lui donner des ballons difficiles. Lui, il peut sortir la passe ou l'avant-dernière passe qu'il faut. D'ailleurs, c'est actuellement un peu un problème à City. Il n'y a pas ce joueur créatif-là. Tout à l'heure, Medoun parlait de De Bruyne. Si De Bruyne, il était fit, genre rien que contre Tottenham, De Bruyne, il est entré. On a vu que ça pouvait être un autre match. Il y avait juste Haaland qui n'était pas. C'est quelque chose dont les équipes ont besoin, que leur leader créatif se réveille. Là, c'est le cas pour United. À City, il n'y a aucun leader créatif. Il y a juste le ballon qui roule à gauche, à droite et on attend des exploits qui n'arrivent pas. Il y a des joueurs qui fonctionnent sur des exploits. Bon, je pense à Foden ou à Rashford ou à Garnacho. Si l'exploit, il n'arrive pas, ton match, il est complètement nul. Il est bousillé, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Medoun, comment est-ce que toi tu analyses j'ai pas envie de dire ce nouveau Manchester, parce que finalement, pour le coup, c'est pas si nouveau que ça. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à part le coach. Comment est-ce que toi tu l'analyses et quelles sont les perspectives que tu vois pour le coup? Bah, écoute, moi, ce que j'aime déjà bien avec Maxime, c'est qu'à chaque fois qu'il parle après, si tu voulais parler des minutes, tu peux le faire juste 1 minute 30 secondes, après c'est bon. Je vais arrêter de donner la parole en premier, Maxime. Non, mais en vrai, Maxime, il te résume tout et c'est limpide parce que sur beaucoup de choses, on se rejoint. Et d'ailleurs, toi aussi, hein, quand tu dis que c'est les mêmes joueurs, mais c'est plus le même Manchester, c'est ça que je pense, quand j'ai suivi la première conférence de presse de Ruben Amorim, quand il disait, je pense, juste avant le match contre Ipswich, vous allez voir sur la composition les mêmes joueurs, mais je vous assure, croyez-moi, l'animation a changé. Et vraiment, ça a changé. On a vu, hein, ne serait-ce que sur la composition avec Amad Diallo en piston. Moi, je pensais même pas qu'Amad pouvait réussir à jouer à ce poste-là.
tous les replis défensifs. Défensivement, il fait beaucoup d'efforts Amad Diallo sur le terrain. Ouais, pareil, c'est devenu un autre jour, hein, il s'est métamorphosé. C'est comment Exact. Amorim, hein? Amorim, il a mis Kwenda, qui est l'un des plus gros prospects, je veux pas dire portugais, mais européens au poste d'ailier. Il l'a mis exactement au même poste que Amad Diallo et Bon. le mec a été sélectionné à 17 ans au Portugal parce que il réussissait justement à bien interpréter ce rôle-là. Après, j'ai vu qu'en Europe, il a essayé avec Anthony, il a qu'à arrêter, hein, ça marchera pas. Pourtant, je pense que Anthony, il a pas fait un mauvais match. Ouais, arrête. Ouais, bon, ça Non, je va, suis très ça va. sérieux, il a Laisse-moi, pas je fait un suis mauvais là. match. Ouais, je regarde le match, mais Il a pas fait un quand tu mauvais match. regardes ce que Amad Diallo peut proposer, et même Dalot qui n'y est pas du tout. Dalot, j'ai l'impression que Piston, c'est pas vraiment son truc, mais même Dalot a réussi à faire des choses. Je pense que Anthony, je pense qu'il est un peu crispé, ça doit être mental, que tu vois clairement en fait qu'il y a des choses qui le bloquent. Après, c'est peut-être une erreur de management de Erik Ten Hag, hein. C'est peut-être à cause de lui que le mec il est devenu. Alors moi quand je l'ai regardé, notamment en Europe, il m'a donné l'impression en fait d'un Vinicius quand il venait d'arriver au Real. Tu te rappelles le temps où Benzema disait il joue contre nous, etc. C'était à peu près le même comportement et le même style. Mais je pense que ça doit être mental ça. Souleymane, on finit sur toi, sur Manchester United. Oui. Je sais que toi, tu n'as pas de joueur de Manchester, mais est-ce que aussi tu observes, qu'est-ce que c'est qu'il propose, à ton avis, qu'est-ce qui a changé? Bah, j'ai un joueur de Manchester United. J'ai Oui, Mazraoui, Mazraoui, c'est ça. malheureusement. Mazraoui qui est devenu défenseur central, du coup, Il est il devenu monte plus. défenseur central, mais il est plutôt bon quand même à ce poste. Mais seulement, il risque de sortir avant les 60e minutes ou d'être sur le banc. Donc, c'est un joueur que je vais chasser. Sinon, côté jeu, on voit quand même une amélioration. Mais je préfère quand Bruno est devant plutôt que quand il joue un peu plus bas. Parce que on manque quand même un peu de créativité offensive quand il est un peu plus bas. Donc, et c'est ça quoi. J'ai pas eu Ouais. la chance de trop regarder le dernier match parce que je dormais, mais j'ai quand même regardé un peu le résumé, c'était quand même très intéressant. Alors, j'avoue d'ailleurs, parce que c'est intéressant qu'on en parle, parce que j'ai également un autre pote qui est pas loin de toi, pour qui c'est pareil. Je rappelle hein, que Souleymane FPL est au Canada. Côté horaire, c'est compliqué, on est d'accord? Oui, très compliqué. Les matchs commencent à 8h30. Donc, le deadline, des fois ça commence même à 8h. Dans ce cas, le deadline est à 6h30. Donc, il faut se réveiller, prendre les informations, puis redormir. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, si c'était Medoune, c'est sûr qu'il aurait raté tous les matchs, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Surtout que c'est à cause du décalage qui a un peu augmenté. Parce que avant, par rapport au GMT, c'était 4h, là, on est à 5h du GMT. Ah ouais, ça devient un peu plus. On risque de faire les transferts la veille ou 2 jours avant, s'il y a des Ouais. blessures. Avec... Mais malgré ça, Souleymane, il est performant, il rate rien, il est toujours premier, Souleymane. C'est chelou. Non, je sais pas, Alors pas les sur gars, performance ces temps-ci, mais moi, quand même, mais je fais même des transferts pendant que les Game Week sont en cours. Par exemple, j'ai fait venir Watkins et Dean avant qu'Aston Villa ne joue. Donc, voilà, justement, c'est une bonne transition. On va commencer par toi. Quels sont vos moves sur ce game là? Donc tu nous as dit toi que tu as déjà fait un hit, c'est ça? Tu as fait un moins 4? oui, j'ai pris un autre moins 4, ça sera mon 4e moins 4 de suite. Les Grâce à 2 qui? Grâce à premiers qui? ont été Grâce à qui? positifs. Grâce à toi. Ouais. Oui, avant j'avais peur des hits, mais j'ai Maintenant, remarqué ouais. que tu en as pris quelques et quand même ça a été bénéfique. J'en ai pris 2. Les 2, j'ai eu, je pense, 8 points plus 14 points de plus par rapport à ce que j'ai gardé mes joueurs. Donc là, il fallait que je prenne Digne. Donc, je me suis débarrassé un peu d'Aouk Belize qui en plus est suspendu. Puis, il y a Isaac qui, même si on dit qu'il est fit, ne semble pas aussi être au meilleur de sa forme. Il est un peu inconstant, donc je l'ai chassé pour prendre un autre inconstant, Watkins, mais qui a 2 super bonnes journées. Donc, Brentford et Southampton, qui avec Leicester et Ipswich ont les pires défenses de la ligue actuellement. Donc, Watkins, même s'il Ou pas? Tu avais déjà Rodgers ou Oui, j'ai déjà Rodgers, mais Rodgers, ces temps-ci, il sort un peu tôt. L'autre fois, il est sorti à la 66e minute. Et je crains même qu'il démarre sur le blanc sur le game week à venir.
Pour en revenir, Medoun, excuse-moi de te couper, mais c'est sur ce point-là. Maxime, tout à l'heure, là, quand on a abordé la thématique sur les risques avec ce mid-game week-là, on a un peu parlé en fait des turnovers, des joueurs qui risquent de beaucoup tourner. Tu n'as pas peur que Digne fasse partie justement des joueurs qui vont tourner à cause. Parce que quand même, Villa joue l'Europe, non? oui, Villa joue l'Europe, mais Villa en Premier League actuellement, ils ont besoin de points. Et puis la dernière fois qu'ils ont joué sans Digne, je pense que c'était contre Palace, ça n'avait pas trop marché. Je pense que Digne quand même va démarrer. Ok, très bien. Je suis pas aussi confiant que toi. Ah Sur oui? toi, ouais, vas-y, dis ce que tu en penses et puis ensuite tu en profites pour nous dire c'était move à toi. Moi non plus, je suis pas convaincu, mais bon, Souleymane, souvent, il a les bonnes infos. Donc, s'il a pris Dean, c'est peut-être quelque part en fait qu'il est convaincu. Moi, j'aurais peut-être pas forcément pris Dean, mais on en a parlé tout à l'heure sur une longue rubrique. Les risques avec les joueurs européens, donc l'enchaînement des matchs, donc 4 matchs en quand même 10 jours. J'ai beaucoup peur, hein, Maxime. Ouais, franchement, il faut. En fait, le problème, c'est que c'est vrai que on peut se dire que Aston Villa va jouer Southampton avant son prochain match de Ligue des Champions, mais très franchement, pour avoir regardé les matchs de Villa dernièrement, il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même assez fatigués, hein. Très honnêtement, Aston Villa contre la Juventus, ils auraient pu gagner le match s'ils avaient des joueurs qui étaient un peu plus en forme. Rodgers, franchement, il est fatigué. Donc pour moi, euh, franchement, ça m'étonnerait beaucoup de le voir titulaire contre Brentford. Enfin, très honnêtement, contre Brentford, peut-être pas. Lucas Digne, c'est quelqu'un qui, ouais, Lucas Digne, c'est quelqu'un, franchement, qui est en forme, mais aussi qui a comme concurrent un joueur sur lequel Aston Villa a beaucoup misé. Donc, c'est possible aussi de voir Madsen. Dernièrement, d'ailleurs, au tout début, c'était Madsen qui jouait les matchs de Ligue des Champions et Digne un peu les matchs européens. Là, ça commence un peu à tourner. Digne enchaîne les matchs. Pour moi, c'est vraiment pas du tout garanti qu'il rejoue un peu contre Brentford. Après aussi, peut-être que ce sera contre Southampton qui va être laissé au repos. Mais bon, en fait, franchement, connaissant Emery, c'est quelqu'un qui est capable de te sortir un tout nouveau 11 à n'importe quel moment. Donc, je ne saurais pas vraiment être confiant sur ce gimmick-là. D'ailleurs, même Watkins, très honnêtement, ça va pas du tout me surprendre s'il y a un des deux matchs qui commence sur le banc. Parce que Emery, quand un truc ne marche pas, il est capable de changer toute l'équipe juste pour montrer aux gens que, OK, vous avez joué, vous êtes fatigué peut-être, ça je sais pas, mais d'autres joueurs peuvent jouer, ils vont jouer et vous allez regarder comme ça un peu déjà, ça pique tout le monde, ça remet tout le monde un peu dans le bain. Et il est vraiment, c'est un entraîneur qui est capable de faire ça. Amorim aussi, c'est quelqu'un comme ça. Ce sont des gens qui comptent un peu sur l'effectif en mode large. Là où un Ten Hag, par exemple, c'était pas du tout son cas. Lui, ce qui l'arrange dans l'idéal, c'est d'avoir un peu ces 14, 15 joueurs. C'est le cas, on va dire, dans toutes ces équipes. C'est pourquoi s'il avait incité pour avoir Anthony en qui il avait confiance. Mais lui, on va dire, ça dépend un peu du style de management des gens. Et Emery, Maintenant, là où je suis d'accord aussi avec Souleymane, c'est que effectivement, après avoir pris 3 sur le dernier match, Aston Villa a besoin de se rassurer, notamment à domicile. Donc, il se peut en fait que ce match-là soit le match déclic et que justement le match du week-end soit le match à risque où tous les gros cadors là, en fonction de ce qui va se passer contre Brentford, vont être reposés en fait pour le match de Villa contre Leipzig de mardi ou mercredi, un truc du genre. Donc oui, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure en fait. Moi, je pense que peut-être à part Haaland et peut-être le match de Arsenal contre Manchester United, moi j'ai l'impression que pratiquement la plupart des joueurs sont à risque, hein. Finalement, on ne sait pas. non, Il y on a ne sait beaucoup de pas. joueurs qui sont Emery, à c'est risque. quelqu'un qui peut changer l'équipe qui marche même à la mi-temps. Donc, autant tu peux avoir Digne titulaire, autant il peut sortir à la 45e ou à la 60e juste parce qu'il y a un autre match. Il a déjà fait, je me rappelle très bien, j'avais Matikash à l'époque, il l'a sorti à la 50e minute. J'ai failli piquer une crise. Et donc, du coup, quels vont être tes moves à toi, Maxime? Bon, moi, un peu comme ce que Suleiman a dit, parfois, juste en regardant les matchs, je fais directement les changements.
Isaac, dès qu'il s'est blessé, je l'ai automatiquement viré pour Jamie Vardy que je vais reprendre. Donc, oui, il y avait ça. C'est difficile pour moi de me passer de Vardy et d'ailleurs, très souvent quand je le fais, il me rappelle que je devrais pas le faire. Donc là, je le reprends et aussi ça me permet de prendre Saka. Et pour moi, bon, c'est le meilleur passeur du championnat pour une raison. Il tire les corners dans l'équipe qui en marque le plus. Déjà, rien que ça, c'est un argument de taille pour avoir Saka pour l'intégralité de la saison. Donc, il me fallait quand même avoir Saka. Et je préfère avoir Saka que avoir Isaac, malheureusement, même si c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Il est assez irrégulier du fait de ses blessures et ça l'aide pas vraiment. Donc, ouais, j'ai préféré aussi chasser Brian Mbeumo parce que, bon, autant ça fait quand même un moment que tout le monde le dit que c'est le moment de s'en séparer. Autant j'étais un peu dubitatif vu les matchs et vu son état de forme. Autant là, on en avait d'ailleurs parlé quand il était tout seul. Quand il était tout seul, les buts devaient passer par lui. Et là, Wissa est de retour. On a Shadeux aussi qui arrive en forme. On a de très bons passeurs au milieu. Donc, Mbeumo, autant il pourra marquer lors des 2 prochains Game Week, mais je doute qu'il marque, on va dire, qu'il fasse plus de 10 points, on va dire, lors des 3 ou 4 prochains Game Week. Je préfère avoir Saka qu'avoir Mbeumo. Là, on va dire, il est moins sollicité. Il y a moins de poids, il y a moins de poids, on va dire, pour lui parce que d'autres joueurs sont là et font le travail. Et aussi, Brentford est une équipe qui a besoin de retrouver un certain équilibre défensif, ce qui fait que Mbeumo, il se retrouve à jouer, on va dire, limite un peu plus bas. Voilà. Et autant Shadeux, c'est un attaquant, autant Mbeumo, c'est un joueur de côté. Vu que Wita, il est là, il va plus être dans l'axe, donc c'est assez délicat. J'ai eu la même réflexion que toi. Malheureusement, bon, dommage pour toi hein, que tu l'aies eu un peu plus tard que moi. Moi, j'ai eu la même réflexion le Game Week dernier. Donc, moi, j'avais sorti Mbomo pour aller chercher Saka. Parce qu'effectivement, j'avais eu les mêmes analyses que toi. Heureusement, je l'ai fait moi au bon moment. Ça m'a rapporté 18 points de Saka. Mais oui, je pense que Mbomo, depuis 2 Game Week, c'était clairement le moment de s'en débarrasser. Et aussi sur le point que vous avez en commun avec Suleiman, j'ai essayé la même chose, mais là, je le regrette, c'est-à-dire faire les changements en plein match. Quand, quand Leicester a pris 4 ou 5 buts, je ne sais plus, Justin, il m'a énervé avec son jaune, donc je l'ai changé de suite. Et là, je le regrette. Quand je vois quand même Leicester qui va jouer West Ham, je regrette d'avoir changé Justin parce que c'est typiquement le type de match à domicile où il peut faire des points. Mais voilà, j'ai changé en cours de match, ça m'a énervé et puis je suis passé à autre chose. Comme quoi, voilà, je vais peut-être le regretter mercredi, mais voilà, j'ai pas du tout aimé la façon dont Leicester était en train de jouer, il m'énervait, bref. Voilà, Medoun, tes moves. Donc, moi, comme je t'ai dit, hein, il y a de fortes chances que je fasse un autre parce que dernièrement, moi, en fantasy, je touchais vite fait. D'ailleurs, il y a une journée qu'on avait commencé le vendredi, je n'étais même pas au courant. C'est vendredi quand j'ai vu les matchs que j'étais vraiment choqué. Mais là, vraiment, je commence à me poser sérieusement sur le truc. Maintenant, le problème que j'ai, c'est Rogers. Au fait, Rogers, je le trouve bon, même si récemment il n'est pas trop décisif. Et en début de saison, il nous avait montré que vraiment, c'est pas un joueur qui va te faire une saison de 10 à 15. Le souci, c'est que cette équipe d'Aston Villa n'est tellement pas en forme que Rodgers, même quand il a la possibilité de mettre des buts, il y a des fous comme Watkins qui ne l'aident pas. Regardez Watkins, l'action qu'il rate. Rodgers est là près de lui, il lui demande la balle. Je commençais à me dire finalement, Rodgers, je ne vais pas le sortir de mon équipe, mais Watkins, il ne fait pas la passe, donc c'est compliqué. Du coup, là, il y a que je prenne Ahmad, qui actuellement vraiment m'impressionne. J'ai adoré son match contre Ipswich, j'ai adoré son match contre Everton, donc il y a de fortes chances que je le prenne. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, il va falloir que je me débarrasse de Sanchez. Il va falloir que je m'en débarrasse. C'est pas un gardien qui est fiable pour moi. Et
c'est assez compliqué, on va dire. Les fixtures de Chelsea vont être très, 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 à partir de ce mardi, enfin, à partir de Game Week 14, les Chelsea, à part Tottenham qui suit juste derrière, mais après, Chelsea, c'est très bien. Moi, je m'apprêtais à aller prendre Cucurella. C'est toi qui vas te débarrasser de Voilà, de par Sanchez. exemple, ce que tu dis là est intéressant. Par exemple, tu vois, Sanchez, il faut s'en débarrasser. Cucurella, c'est intéressant. Parce que Sanchez, entre les bourdes, les fautes de main, c'est compliqué, en fait. Je vais me débarrasser de Sanchez. Je fais confiance à Chelsea. Je fais confiance à Cucurella, à la force offensive de Chelsea. Mais Sanchez, lui, je ne lui fais pas confiance. Donc, c'est Sanchez mon problème. Ce qui est bien avec Sanchez, c'est que à chaque fois que Chelsea il fait en fait un clean sheet, Sanchez il a un bonus. Tu sais pourquoi? Parce que par ailleurs, il aura fait beaucoup d'arrêts. Et Chelsea subit beaucoup. Peu importe contre qui il joue. C'est ça. Sanchez, je me rappelle, je pense qu'il y a quelqu'un hier qui disait un autre arrêt pour Sanchez. Je pense que ça devait être Alassane dans le groupe, qui demandait un dernier arrêt pour Sanchez et puis bam, arrêt pour Ouais, Sanchez et bonus 1 quoi. c'est ça qu'il a. Ouais. Mais il faut même faire un -8 parce qu'il y a aussi Tottenham qui est une équipe assez bizarre. Elle est tellement atypique, cette équipe les gens n'arrivent même pas à comprendre. Euh, Tottenham, il faut te gagner un match aujourd'hui. Le lendemain, il faut te sortir un match tellement pourri. Tu peux même pas comprendre. De retour, Johnson, peut-être que avec. Et d'ailleurs, il en est où, Kulusevski, Maxime? Kulusevski, il y a des chances qu'il joue, mais c'est pas garanti lui aussi. En fait, franchement, j'ai le même problème que toi, hein. C'est pourquoi je me suis juste débarrassé de tous les joueurs de Tottenham que j'avais. Ouais. Mais par rapport à Sanchez, là, vu les fixtures qui arrivent, là, prendre un -4 pour ça, c'est un des gardiens qui risque de faire le plus de points. Je pense pas que c'est une bonne idée, en fait. Ah ouais, John Sanchez. Vraiment, hier, j'étais vraiment content de lui, mais c'est pas du Sanchez, ça, en fait. C'est pas le Sanchez que je vois chaque week-end. Mais le dernier clean Sanchez, c'était contre West Ham. Et West Ham, on sait que c'est West Ham. Et ça, c'était la 5e journée. Donc, il a fallu 8 journées après pour voir un autre clean sheet de trucs. Pour moi, ça, c'est assez compliqué, quoi. Ça, Santon, c'est pas grand-chose, mais je vous assure, cette défense, avec la blessure de Fofana, j'ai pas trop confiance. Sur le côté, là, en fait. Bon, on va voir, quoi. Je pense qu'on se... Après 5 semaines quand même, je pense que c'est important de le mentionner. Même si Badiachil avait fait un bon match, c'est pas aussi garanti comme Fofana. Il est pas toujours concentré, donc ouais, c'est pas sûr, hein. Offensivement, ils Ouais, sont, mais défensivement, le côté. non, mais même moi, ça m'a fait réfléchir, hein, parce que je ne vous cache pas que j'ai failli faire un -4 parce que, comme je vous le dis, hein, Justin m'a énervé avec son -1. J'ai aussi été énervé par Ait Nouri, j'ai failli l'enlever et prendre Cucurella. Mais effectivement, quand j'ai regardé déjà pendant le match Caicedo, enfin, ils avaient un problème vraiment d'arrière droit et c'est Caicedo qui est un peu compensé là-bas. Bon, quand tu regardes avec la blessure de Fofana, tu te dis, bon, Cucurella, c'est peut-être pour des choses offensives, mais défensivement, Chelsea, même si le calendrier il est plutôt favorable après Tottenham, parce qu'après Tottenham, ils vont enchaîner. Hein. Bon, après, il va y avoir Brentford vite fait, mais après, c'est des Ipswich, c'est des Ipswich, c'est des Everton, etc. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux en attaque, quoi. Donc, s'ils avaient vraiment une défense qui était complète, moi, je pense que Chelsea aurait été, en fait, de très bons assets. Les gars, je vous propose de finir en fait sur les Capitana. Souleymane, Bah, je pense que ce game week, il n'y a pas trop d'hésitation sur Palmer. tu n'as pas peur que Palmer soit reposé sur un match aussi facile contre Southampton? Non, d'autant plus qu'il a été sorti avant la fin du match passé. Je pense qu'il va jouer. Très bien. Et Southampton sera sans son out base, donc Sans c'est beaucoup de mieux joueurs, pour hein. lui. Sans Ils ont beaucoup de joueurs, beaucoup sans de, C'est Bednarek, ça. sans Dibling, ils auront beaucoup sans d'accents. Dibling. Voilà, C'est Bednarek ne revient que ce week-end. c'est Ok, ça. Donc, Palmer, Palmer. très bon choix. Maxime? Bon, c'est toujours Haaland, hein, je l'avais dit. Je pense que là, c'est un match où beaucoup ne l'auront pas comme capitaine. Je veux bien voir ce que la différence fera. Bon, Palmer, il aura un bon match, ça, je n'en doute pas. Parce que Southampton, franchement, ils ont beaucoup d'absents. Mais on sait jamais, ce sont des matchs un peu bizarres. Ouais, c'est contre une équipe qui, en fait, elle est vraiment bizarre, Southampton, parce que parfois, ils te donnent l'impression de bien défendre et ils le font quand tu t'y attends le moins. Déjà, bon, j'ai eu cette expérience rien que contre Brighton. Franchement, Southampton aurait mérité de gagner le match. Donc, je sais pas trop. Là, c'est vrai qu'ils auront beaucoup d'absents. Déjà,
jouer sans dribbling, c'est assez compliqué parce que c'est un joueur qui est très fort. Il n'a que 18 ans. Franchement, si c'était pas Amad Diallo, j'allais le garder. Mais bon, là, il est dans une équipe qui se cherche encore et même s'il est un joueur déterminant, c'est peut-être pas le joueur qui rapporte le plus de points sur Fantasy. Là, il sera pas là. Mais ça va un peu obliger l'équipe à plus défendre. Donc, Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ok, bah, Medoune, on finit sur toi, Capitana. Donc, moi, oui, hein, Palmer, naturellement, c'est déjà acté. Vice-capitaine à Londres. Palmer, parce que moi, bon, mes quelques années sur Fantasy, il y a une seule chose que ça m'a appris, je pense, c'est le fait que la forme pour moi est au-dessus de moi. Je fais confiance à la forme. C'est pour ça que j'ai donné mon brassard à Salah. Pour le reste, Manchester City, je ne suis pas pressé. Haaland, De Bruyne, Rico Lewis, tout ça, moi, je vais juste attendre qu'il redevienne Manchester City. Haaland, je ne vais pas le sortir de l'équipe, je vais le garder. Ah, tu n'as pas l'intention de t'en séparer, toi. Non, en fait, tu sais, le problème, c'est que si tu te débarrasses d'Haaland, tu vas éparpiller le budget. Oui. Quand il sera temps de le reprendre, tu vas être obligé d'être dans les mécanismes financiers. C'est très compliqué, en fait. Donc, Ok, bah écoute, très bien. On a fait le tour, hein, donc c'est plutôt bien. Donc on va avoir, comme on l'avait dit, hein, une game week en milieu de semaine avec tout ce que ça comporte comme risque. Je pense qu'on sera pas au bout de nos surprises sur les affiches. Je pense que tout le monde va être pressé de voir les 11 et je vois d'ici déjà en fait des surprises sur certains matchs. je pense que si. Ouais. je pensais à Ça, Ouais. Bon les gars, je vous propose qu'on s'en arrête là. Ah oui, Et on se donne rendez-vous probablement jeudi pour débriefer cette game week là et parler de la game week du week-end. Allez, allez, bonne soirée. merci beaucoup. Bonne allez, soirée. bonne soirée, ciao.